Mesdames et messieurs, je commence par vous faire mes compliments parce que vous êtes encore plus nombreux que ce matin. Je ne sais pas comment vous avez fait. Et c'est très très bien. On a réussi à peu près à récupérer un certain nombre de nos interlocuteurs par webinaire parce qu'il y a eu un problème de transmission de son, mais nos deux camarades techniciens ont réglé ça. J'espère que ceux qui ont été un peu découragés ce matin vont nous rejoindre cet après-midi. Avant d'accueillir ceux qui vont animer ce début d'après-midi, je voudrais que notre président Dominique vienne nous dire quelques mots pour nous dire ce qu'il a pensé de ce matin et ce qu'il pense de cet après-midi. Ça fait du boulot, il ne faut pas plus de 2 minutes. Écoutez, pour celles et ceux qui étaient là ce matin, je pense que vous avez pu voir la richesse en fait des interventions. Donc il y aura la possibilité, si tout va bien, de pouvoir les revoir en replay. Donc je pense qu'il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment dans le domaine de la santé mentale en France et là en particulier aujourd'hui, donc c'est troubles bipolaires et travail. Et donc on va continuer donc cet après-midi avec dans un premier temps quelle représentation donc des troubles bipolaires dans le monde du travail. Et on a avec nous, je ne sais pas si ce sont des drôles de dames, mais en tout cas 3 chefs d'entreprise qui nous ont rejoints. Et donc après, on parlera donc de l'insertion avec Karima Ayoub, donc qui est de l'AGFIP. On a Nadia Mesco qui est du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, pour faire ça, au ministère de l'écologie. Et puis on parlera également de formation avec Opcommerce, donc des personnes qui ont un trouble psychique. Donc voilà, donc ça va être encore une après-midi effectivement très, très riche. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent en webinaire. Alors on devait commencer l'après-midi par un extrait d'un film qui s'appelle Modern Love, mais on n'a pas réussi à trouver la version en français, et c'est Candice en fait qui va faire la traduction, à traduire. Donc vas-y Candice. Bonjour à tous. En tout cas, l'idée de cette introduction de cet après-midi. Et juste avant, je voulais saluer aussi le retour de Madame Marie Combal, donc qui n'était pas prévu au départ, qui est revenue également cet après-midi. Il ne sera peut-être pas là toute l'après-midi, mais en tout cas, je la remercie beaucoup. Voilà. À toi, Candice. Madame Marie Campbell, je vais vous donner la parole tout de suite parce que c'est grâce à la mairie de Levallois-Perret que nous sommes là aujourd'hui. Et vous voyez, comme on est en sous-sol, on n'est pas emmerdé par le soleil, mais on est très bien éclairé. Et donc, Madame Marie Campbell, qui est adjoint au maire, eh bien, représente la mairie qui nous accueille. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être là tous aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'honneur et un grand sentiment d'engagement que je me présente aujourd'hui devant vous au nom de Madame Potier-Dumas, qui est maire de Levallois-Perret, pour cette 10e journée des troubles autistiques, journée mondiale des troubles bipolaires, et qui est axée donc avec une thématique sur l'emploi et le travail. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Candice Zarka, et c'est une véritable aventure humaine qui a commencé avec comme souhait de voir la journée d'aujourd'hui réalisée tous ensemble. Donc je tiens tout d'abord à remercier et saluer Candice Zarka et Dominique Guillot qui ont porté l'initiative de voir la ville de Levallois associée à ce temps fort qu'est la journée mondiale des troubles bipolaires. Je tiens à remercier plus largement l'association Argos 2001 pour son engagement et tout le travail qui est réalisé au quotidien, ces actions menées au service des personnes touchées par ce trouble et le soutien apporté bien sûr aussi aux familles et aux proches. Je voudrais également remercier chaleureusement tous les participants ici aujourd'hui, les bénévoles, tous ceux qui nous apportent des témoignages
et qui font que cet événement aujourd'hui sera un succès retentissant. Je salue également le courage et la résilience dont font preuve les personnes atteintes de troubles psychiques pour faire face aux fluctuations émotionnelles qu'engendre la maladie. Cette journée revêt une importance fondamentale car elle nous donne l'occasion de sensibiliser sur les troubles bipolaires, de lutter contre les stigmates associés à ces troubles et ainsi d'œuvrer collectivement et tous ensemble en faveur de l'inclusion des personnes touchées par ce handicap. Pour reprendre les mots de Pierre Douglas, vice-président et parrain de l'association, « Ensemble, on est plus fort ». Alors aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter une journée riche d'échanges, de témoignages, de partages, avec l'espoir que notre avenir s'ouvre vers un monde plus tolérant, plus empathique, pour mieux vivre ensemble. Merci encore à tous pour votre engagement, pour votre participation et votre attention. Candice, tu as la parole. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, je remercie Argos 2001, merci Madame Combel et la mairie de Levallois, et merci à toute l'équipe d'Argos 2001, qui, si vous saviez tout ce qu'ils ont mis en place, il faut vraiment que ça se pérennise, et on compte sur vous, sur vos dons. Je le dis, je suis assez cash, mais c'est important. Voilà. Et sur votre participation. Donc, je devais en fait projeter, j'avais l'idée de projeter l'extrait du film Modern Love. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'est avec Anna Thaoué, Le diable s'habille en Prada. Ça vous parle? C'est pas possible sinon. Ok. Donc, Anna Thaoué en fait a des troubles bipolaires dans le film. Et elle a un travail qui est assez stressant, et puis comme elle a ses troubles, et donc c'est compliqué à vivre, donc il y a un impact sur son travail. Elle en parle à sa DRH dans une cafétéria, et elle lui dit, elle est en pleurs, elle dit je ne peux plus travailler. Et la DRH la regarde, dit mais comment ça? Et elle lui explique en 5 minutes la maladie. Et là, il y a un appel la DRH a un coup de téléphone. Oui, bonjour, nous avons une réunion avec le comité de direction, vous devez venir dans 5 minutes. Elle dit, vous me reportez cette réunion. Et là, elle pose le téléphone et dit, on en était où? On va déjeuner? Voilà. C'est ça qui devrait se passer, en fait, dans les entreprises. Voilà, j'ai fini. Bon. Je vous assure, j'ai cherché partout le film en anglais, traduit en français, traduit en anglais. Je ne l'ai pas trouvé, même à la FNAC. Bon, je vous laisse le chercher de votre côté. Donc, voilà, moi, c'est bon. Alors, je vais poser une première question qui pour moi est importante à ces 3 jeunes femmes. Donc déjà, peut-être avant de poser la question, c'est de vous présenter une à une. Donc Nelly qui a le micro, tu peux te présenter. Merci Candice. Donc je suis Nelly Dubout et je suis concernée par le sujet car j'avais mon père qui était bipolaire. J'ai un cabinet de coaching et de formation en management et en leadership. Donc je côtoie des grands groupes, des entreprises tous les jours. Et je me suis investie très tôt, il y a une vingtaine d'années, dans des interventions bénévoles auprès du Clubhouse France, de manière à faire des coachings collectifs de réhabilitation ou d'équilibre, je dirais, professionnel pour les personnes atteintes de troubles. Bonjour, je suis Mylène Romano. Alors moi, je suis une femme d'affaires. J'ai eu plusieurs entreprises. Je n'avais jamais été confrontée aux troubles bipolaires, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. Et donc, c'est comme vous, madame, la rencontre avec Candice Zarka, c'est toujours un tsunami. Donc, je l'ai été et je répondrai à vos questions. Aujourd'hui, j'ai cédé mes entreprises et je suis business angel. J'ai investi dans des participations et je m'occupe particulièrement de ça et de mon divorce. Bonjour à tous. Alors, merci Candice de m'avoir conviée. Moi, je m'appelle Natacha de Saint-Vincent. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience professionnelle en France et à l'étranger, avec 2 centres d'intérêt professionnels majeurs, la montée en compétences et l'impact, en particulier social, des entreprises.
Donc côté montée en compétences, j'ai dirigé plusieurs organismes de formation que vous connaissez peut-être, Francis Lefebvre, Dalloz, Elegia, etc. Je suis également formatrice et professeure de mathématiques. Et côté impact, j'ai été directrice RSE du groupe Lefebvre Saru et j'ai monté une entreprise que je dirige aujourd'hui qui s'appelle Filmaï, dont la raison d'être est de favoriser l'inclusion par la montée en compétences et l'insertion professionnelle. Je ne suis pas concernée par la bipolarité, ni de près ni de loin, mais j'ai été amenée à m'y intéresser à titre professionnel. Merci. Alors, Mylène, j'aurais aimé te poser une question, parce que tu ne connais pas les troubles bipolaires. Comme on parle quand même d'handicap psychique, je voudrais quand même parler du thème de l'autisme, puisque tu as intégré une personne avec un spectre autistique. Donc, quelle a été pour toi, qu'est-ce que tu en as tiré? Quelle opportunité positive, négative voilà. Alors, j'avais une entreprise d'administration de biens syndic qui avait une bonne croissance. Et puis, un peu comme tout le monde, je cotisais 6% de ma masse salariale en achetant des enveloppes des sociétés qui emploient des handicapés. Et puis, un jour, j'ai eu un petit sursaut, citoyen, solidaire, dit empathique, madame. Enfin, je me suis dit, peut-être qu'il faut faire un peu plus. Et j'ai parlé à mes directeurs, à ma direction, et je leur ai dit, peut-être qu'on va embaucher un handicapé. Alors, ça fait très peur d'embaucher un handicapé dans une société de valide, enfin je sais pas comment on dit, qui fonctionne. On dit oui, mais qui c'est qui va s'en occuper, etc. Je dis non, on va se renseigner. Et donc là a commencé une démarche que j'ai voulu qu'elle soit intégrer un peu tous les directeurs de service et directrices de service pour qu'ils soient embarqués avec moi dans le projet. Et donc j'ai contacté une association qui s'appelait Le Silence des Justes, qui s'occupe de l'autisme, et comme je n'y connaissais rien, j'ai commencé à lire un peu, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me présenter des candidats qui pourraient s'intégrer dans une société? Et c'est comme ça que j'ai rencontré, alors j'avais interrogé plusieurs associations, j'ai rencontré Rudy, qui est là-bas, Rudy, qui est là. Alors, je suis très fière que Rudy soit là, parce que j'ai vendu cette entreprise il y a presque 10 ans. J'avais une centaine d'employés. J'en vois encore quelques-uns, peu, dont Rudy. Et Rudy, c'est quasiment la personne la plus importante qui me reste de cette expérience de 25 ans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que donc j'ai fait rencontrer, je voulais que tout le monde accepte la mission et de dire ok, on va prendre Rudy, on va s'en occuper, mais pour de vrai, je crois que c'est un peu lui qui s'est occupé de nous. C'est-à-dire que c'est devenu un peu la mascotte de la société. Ça a contribué au team building, parce que vous savez, les chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait de la rentabilité, il faut qu'il y ait de la croissance, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, on veut bien faire du bénévolat ou des dons dans notre vie privée, mais quand c'est le business, c'est un peu plus... On ne veut pas perturber le fonctionnement de l'entreprise. Moi, j'encourage aujourd'hui les chefs d'entreprise, c'est pour ça que je suis venue parler aujourd'hui et que Candice aime bien m'interroger à ce sujet, parce que c'est une expérience incroyable. Ça n'a pas été facile tous les jours, parce qu'il fallait gérer les émotions, enfin plein de choses que j'ai apprises. Mais on a quand même un tuteur qu'on peut appeler. Mais ce qu'il a créé, ce qu'il a apporté à la société et aux salariés qui étaient là, il tournait un peu dans toutes les agences, il travaillait au service comptabilité, il amenait les chèques, etc. Et tout le monde était impliqué, tout le monde s'occupait aussi de sa vie privée, le pauvre. Il ne pouvait pas picoler avec des copains sans qu'on lui dise Rudy, alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin bon. Donc, c'était une expérience pour de vrai qui moi, m'a apporté. Alors, et lui, on l'a vu vraiment s'ouvrir comme une fleur, en fait, il est arrivé comme ça et tout, et puis après, alors, on fêtait les anniversaires, les trucs, Rudy par-ci, Rudy par-là, Rudy vient m'aider. Donc, voilà, je peux que apporter mon témoignage, et maintenant, j'ai vraiment complètement changé mon regard sur le handicap. C'est pas moi qui dis, tiens, je vais faire du charismatique, c'est le handicap qui nous apporte, en fait. Vous avez parlé d'empathie, de tolérance. Et je crois que plus d'empathie, plus de tolérance, ça rend plus heureux. Et donc c'est une clé, c'est un outil pour être plus heureux. Et j'encourage tous les chefs d'entreprise
à intégrer des personnes handicapées. Je ne connaissais pas les troubles bipolaires, je ne connaissais pas l'autisme, je ne connaissais pas les troubles psychiques. Et faut y aller. On a tous nos petits défauts, nos qualités, nos défauts. Et ça fait partie de la société. Et voilà. Et c'était une très très bonne expérience. Et je te remercie, Candice. Merci à toi. Alors, j'ai une autre question pour Natacha. On s'était rencontrés à ce moment-là, justement avec Rudy. Avez-vous eu l'opportunité d'intégrer des PSH, donc des personnes en situation de handicap psychique, dont les troubles bipolaires, autisme, voilà, dans votre société, justement, à l'époque? Alors, effectivement, quand on s'était rencontrés, on avait commencé à se poser des questions au niveau des organismes de formation sur la manière d'accueillir dans les formations, en particulier des personnes en situation de handicap. Et sur le volet du handicap physique, on avait une boîte à outils avec y compris des réglementations. Donc, évidemment, on n'était pas encore, et c'est toujours le cas, irréprochable sur le sujet, mais au moins on savait par quel boulot prendre le problème. En revanche, on avait pas mal de demandes de personnes avec des handicaps cognitifs ou non, justement pas moteur, des handicaps invisibles, on va dire. Et là, pour le coup, on était assez désemparés sur les modalités d'accueil, la manière de former les formateurs. Et alors qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient potentiellement concernées, qui avaient des accès très limités à la formation et à l'emploi. Et donc on a commencé avec mes équipes à rencontrer un certain nombre d'associations qui sont susceptibles de faire des accompagnements. Et on a réussi à intégrer, à l'époque où j'étais chez Lefebvre, une personne autiste dans nos équipes. Et aujourd'hui, avec les associations qu'on a identifiées, ça prend vraiment du temps d'identifier les bons interlocuteurs. Il y a des aides financières, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment, tu as parlé de tuteurs, il faut vraiment cet accompagnement avec le candidat et avec l'entreprise pour favoriser l'intégration. Donc non seulement aujourd'hui je serais prête à le faire pour ce type de candidat, parce que j'ai identifié les associations, mais j'encourage aussi les entreprises que j'accompagne à le faire. En revanche, ce que je vous ai dit hier, c'est que le trouble bipolaire, c'est un trouble que je connais pas ou mal. Et donc hier, je vous ai dit que je me sentais pas prête. Tout à fait. Parce que je n'avais pas identifié les bons interlocuteurs et les bonnes associations pour cet accompagnement. Mais aujourd'hui, après la journée qu'on a passée, j'ai rencontré quand même pas mal de gens, y compris une qui est à cette table. Et je pense que demain, je répondrai oui à la question de est-ce que c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Alors, je passe la parole à Nelly. Alors Nelly, alors je ne sais pas si je vous vois tutoie, mais en vérité je vous tutoie, donc faut être naturel. Donc Nelly, quel est toi qui as quand même vécu dans cet environnement de déstabilisation dans ce trouble, un trouble, voilà. Quel est ton retour par rapport à ton vécu? Et on a compris que tu t'étais beaucoup investi au Clubhouse et avec d'autres associations. Maintenant, ça sera avec Argos, hein, c'est fini, Argos 2001, ça y est. Et donc, je voulais savoir un petit peu ton prisme aujourd'hui par rapport au handicap des troubles bipolaires. Est-ce que ça a évolué ou comment tu... C'est vrai que moi, par rapport à mon expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, on est vraiment aux prémices de tout ce qui pourrait être imaginé et tout ce qui pourrait être fait. On a une problématique qui reste la première étape du dire. De l'annonce ou du lien entre l'employeur et l'employé. Parce que finalement, une fois que c'est dit, ensuite, il y a pas mal de ressources possibles. Nous, dans mon cabinet, on accompagne par des coachings, c'est-à-dire qu'on va avoir une séance qui va permettre de faire une alliance entre le manager et le manager qui souffre de troubles.
Ensuite, on va pouvoir proposer des séances mensuelles ou trimestrielles pour avoir un suivi, ce qui va permettre de voir lorsqu'il y a des fluctuations et de pouvoir réadapter en alliance avec le manager et l'employeur l'aménagement du poste de travail ou des conditions. Et puis, on a aussi la possibilité de renforcer la personne dans son estime et dans sa confiance d'elle. Parce qu'il y a un enjeu là, je dirais, qui est très individuel. Dans la singularité de la personne, il y a vraiment un travail déjà de bienveillance avec soi-même, un travail de renforcement, parce que les talents de la personne, elles restent, quoi qu'il en soit, dans le temps, malgré la maladie. Donc c'est comment on peut rester connecté à ça, malgré les fluctuations, et pouvoir trouver un cadre de travail qui va être modulable et adapté dans le temps. Donc aussi bien par des actions qui peuvent être collectives ou individuelles, on est en mesure d'accompagner, on est en mesure d'agir. La problématique aujourd'hui, c'est que déjà il y a peu d'acteurs qui peuvent intervenir et qui connaissent les processus d'accompagnement et qui sont en mesure, je dirais, de s'ajuster dans ces processus. Et puis, il y a cette question du dire. Alors moi, je prends souvent l'exemple de la mixité en entreprise. C'est vrai que aujourd'hui, grâce à des lois, on a pu faire passer certains dispositifs en entreprise pour développer les potentiels féminins, avec l'index, par exemple, où on est capable de dire si une entreprise intègre la mixité ou pas. Et ça a été un chemin d'une centaine d'années. Donc je pense que on est au début, mais finalement tout est possible parce que finalement, je pense qu'à nous tous ici, on a le savoir pour faire les choses. Merci beaucoup. J'ai une question, mais peut-être ça revient. J'ai une question, mais je ne sais pas si ça revient à ce que j'ai dit. En fait, à la base, je voulais vous poser la question, est-ce que cela vous fait peur et pourquoi ? Vous. Est-ce que cela vous fait peur ? Je vais la poser, tiens, à Mylène, par exemple. Attends, j'ai pas fini. Est-ce que, à vous trois, mais est-ce que cela te fait peur et pourquoi ? Mais finalement, est-ce que cela te fait peur par rapport aux autres ou fait peur par rapport au handicap ? Voilà, savoir si c'est la personne qui te fait peur qui a ce handicap ou finalement c'est les autres qui sont dangereux. Voilà. C'est clair, hein. C'est clair ? En ce qui me concerne, avec mon expérience, j'avais d'abord la peur de l'inconnu, on va dire. Ensuite, c'est un peu un mélange des deux. Parce qu'il y a des crises aussi et que ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Et puis, tu peux jamais savoir comment les autres vont réagir aussi. Moi, je sais que j'ai du sang-froid, je peux maîtriser, je peux appeler le tuteur, mais une autre collaboratrice ou un collaborateur dont je ne connais pas les sujets personnels, chacun avec sa vie, à quoi ça fait écho, peut mal réagir, bien réagir. Donc, c'est une politique de petits pas. On apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, on apprend à connaître son handicap, et même la personne qui souffre de troubles apprend aussi à connaître des gens considérés comme valides, mais qui ont aussi leur propre névrose, leurs propres problèmes, et si ça se trouve, leur propre handicap qui n'est pas encore découvert. Donc, c'est la découverte de l'autre. Et ça fait partie de l'enrichissement aussi que ça produit, parce que c'est pas facile. Et justement, l'épreuve fait que on est encore plus fiers quand, au bout d'un certain temps, on dit ça a marché. Ça a marché pour tout le monde s'en sort enrichi, tout le monde s'épanouit, même si ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes avec des gens qui ne sont pas handicapés ? Voilà. Question ouverte. Une dernière question. Une dernière question, peut-être Natacha ? Je ne sais pas ce que ça dépend de la question. Sinon, je fais beaucoup. Quels sont à ton avis, Natacha ? Pardon. Quels sont à ton avis, Natacha, les moyens qui devraient être pris, qui devraient être mis en œuvre pour la réhabilitation sociale et la déstigmatisation ?
dans le travail, évidemment. Alors, je vais revenir sur la peur pour répondre à la question, parce qu'effectivement, c'est assez naturel quand on y réfléchit d'avoir peur de l'inconnu, de mal faire, du risque, en fait, d'une manière générale. Et donc, pour répondre à la question, et en fait, comme c'est ce principal obstacle, c'est la peur, pour moi, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est de réussir, et y compris avec des partenaires fiables et qui connaissent le sujet et qui sont capables d'être cette tierce personne qui aide à accompagner, à sensibiliser, à accompagner, à former les managers, les RH, la direction générale des entreprises. Et ça, c'est fondamental, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième, c'est de trouver des gens qui sont capables, comme Mylène l'a expliqué, de quelque part faire ce saut dans le vide. Parce que oui, c'est une stratégie des petits pas, mais ça passe aussi par des gens qui ont le courage de se dire on essaie, quoi. Et en fait, il faut trouver ces personnes qui sont les sponsors des démarches. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que je suis favorable aux obligations et aux quotas. On voit ça dans l'égalité homme-femme. Sans les quotas, on aurait ramé encore pendant 50 ans. Je pense qu'il faut faire des quotas, des obligations d'embaucher ou d'accepter en stage, etc. Mais enfin voilà, je connais pas un peu les projets qui sont dans les tuyaux, mais s'il y en a, je les soutiendrai. Un dernier mot, puis après ce sera les questions. Non, pas encore. Les questions peut-être des personnes en public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie. Oui, c'est pour ça. Non, Nelly, pour terminer, et après les questions en public. Je pense que sur le sujet de la peur, il s'agit aussi du sujet de la formation en entreprise. Il y a énormément de financement de la formation. Madame Seban en parlait aujourd'hui que c'était une question de financement. Il y a des moyens détournés. Moi, je travaille avec des grands groupes. Je prends par exemple le groupe L'Oréal qui aujourd'hui met en place des plans depuis un an et demi sur ce qu'ils appellent psychological safety, donc ce qui est la santé mentale, le soutien psychologique. Et c'est vrai que par ces biais détournés de financement via des formations, on peut former les managers, on peut accompagner de manière beaucoup plus globale la culture de l'entreprise pour qu'elle change. Et puis une autre petite remarque, c'est que souvent les gens, c'est quand ils se sentent concernés, quand ils ont quelqu'un dans leur famille, que là, ils avancent plus vite. Mais si vous n'êtes pas concerné et qu'il n'y a pas de quota, c'est pas prêt d'avancer. Merci. Une question. Oui, bonjour. La question de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, il faut faire attention avec ça. La question des quotas, il faut faire aussi attention avec ça. On voit mal comment poser juridiquement un quota. Et indépendamment des aspects juridiques, il me semble que on dit obligation d'emploi, mais c'est plus incitation à l'emploi. Et que la GFIP fait un travail extraordinaire en ce sens-là. Pour ce qui est d'être concerné, il y a quand même aujourd'hui beaucoup plus conscience chez les dirigeants, chez les entrepreneurs, que dans leur entourage proche, il y a quelqu'un d'handicapé. Voilà. Cette question de quotas et d'obligations est très importante. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on entend par là. Alors, je me permets de prendre le début de la réponse. Donc, comme l'a exprimé Mylène, en l'occurrence, sur les personnes avec RQTH et dans le cas de troubles bipolaires, il est, je crois, ne pas me tromper, tout à fait possible de demander la reconnaissance. Il y a une obligation qui est imposée aux entreprises, qui est de 6% pour toutes les entreprises qui dépassent 20 salariés. Et si les entreprises ne respectent pas ce quota, elles payent une contribution à la GFIP, qui est, je suis désolée pour les membres de la GFIP, mais considérée par les entreprises comme une forme d'amende. Et certaines entreprises font le choix de la payer, et d'autres font le choix de rentrer dans les quotas.
le point positif de cette contribution, c'est qu'elle permet de mobiliser un budget au niveau de la GFIP pour l'accompagnement que vous venez de mentionner. Et en l'occurrence, il y a des accompagnements. Le site d'ailleurs est très bien fait. Je crois que ça va être développé après, donc c'est pas du tout l'objet, mais il y a des accompagnements à toutes les étapes, et y compris pour la prise de poste, pour les aménagements, pour l'accompagnement. Donc ça permet de mobiliser des budgets pour les entreprises. Juste compléter sur le sujet des quotas, la problématique dans les entreprises aujourd'hui est que ce quota est global sur l'ensemble des collaborateurs et qu'il n'est pas au niveau des comités de direction ou au niveau des leaders de l'entreprise. Donc forcément, ce n'est pas impulsé dans l'entreprise. Et c'est peut-être là qu'il y a une autre vision, un autre regard, où on peut faire remonter des quotas. Alors je ne suis pas dans ces instances de décision, mais j'aimerais beaucoup, parce que je pense que voilà, le sujet des quotas n'est pas au bon endroit. Et par rapport à la fixation du pourcentage, le 6%, il est très inférieur au pourcentage de personnes en situation de handicap dans la population. Donc au demeurant, il est atteignable. Donc une question en webinaire. Oui, donc déjà on a le nombre de personnes qui augmente en webinaire. Donc nous tenons en tant qu'association à remercier les personnes derrière leur écran. On peut les applaudir. Vous nous soutenez. Alors donc j'ai une question de Jean-Louis qui demande donc est-ce que les entrepreneurs et donc entrepreneuses que nous entendons osent se regrouper avec d'autres et faire en sorte que d'autres employeurs fassent les mêmes découvertes. Pas simple, mais possible dans nos familles. Alors pour répondre à Jean-Louis, je n'ai pas eu moins connaissance dans ma vie d'entrepreneur, alors on dit entrepreneur avec un E, de regroupement pour examiner ce sujet de l'intégration du handicap. Mais c'est une très bonne idée. Il faut l'insuffler, il faut le provoquer. Mais c'est vrai qu'on a j'adhère à des associations d'entrepreneurs pour la croissance, pour l'égalité homme-femme, mais pour le handicap, je n'ai pas cette connaissance-là. Alors comme quoi, c'est pas assez, en tout cas, réparti, on n'est pas assez informé. Alors une autre question dans la salle et ensuite une autre question en webinaire, je crois. En webinaire, c'est bon. En webinaire, c'est bon. Alors très bien. Bonjour, merci pour votre présence et pour votre engagement pour cette cause. Est-ce que nous pourrions avoir votre éclairage autour du dire ou ne pas le dire? Quelles sont selon vous les conditions qui sont réunies pour que effectivement c'est bien de le dire? Et à l'opposé, quels signaux pourraient vous dire il ne faut peut-être pas en parler tout de suite parce que voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir votre éclairage là-dessus, même si on s'attend un peu à vos réponses, mais de façon un peu générale sur vos constatations? Merci pour la question, parce que c'est vrai que, comme je le mentionnais tout à l'heure, finalement, tout commence à cet endroit, dans le lien avec l'entreprise et le monde du travail. Moi, mon point de vue, c'est que ça reste quelque chose de très singulier et que c'est un chemin de réflexion que souvent on ne peut pas faire seul, où on a besoin d'être en co-construction et d'être sur un chemin par rapport à ça. Et ce n'est pas que par rapport aux troubles psychiques, il y a plein d'autres choses en entreprise qu'on doit dire ou qu'on ne doit pas dire. En tous les cas, ce que j'ai pu constater sur moi, les personnes qu'on a pu accompagner avec mon entreprise, c'est qu'une fois que c'est dit, ça permet un démarrage de co-construction avec son entreprise de comment on va faire maintenant ensemble. Et du coup, la personne est quand même libérée, ne se sent plus seule dans son environnement de travail, et il y a peut-être un peu moins de fluctuations possibles, parce qu'il faut savoir que le travail, même lorsque vous n'avez pas de troubles psychiques, ça peut générer des troubles psychiques quand on voit le nombre de dépressions réactionnelles à cause de son environnement de travail. Donc imaginez quand on a un trouble psychique, l'impact que va avoir le travail. Donc moi, je suis finalement pour dire que c'est singulier, que ça demande d'être co-construit, que ça demande un chemin, et puis que c'est quand même l'opportunité pour construire et avancer avec son environnement de travail. Je
Je voulais juste dire qu'il y a certains acronymes que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. RQTH, c'est Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé. Et voilà, qui vient de la MDPH, donc si je ne me trompe pas, Maison départementale des personnes handicapées. Voilà, d'accord. Et il y a une autre question au webinaire. Alors, vraiment une question très concrète de Sophie qui dit « Infirmière à temps plein, atteinte de troubles bipolaires en poste depuis 2 ans et demi. Je n'ai pas fait jouer la RQTH lors de mon embauche. Aujourd'hui en arrêt maladie, depuis 2 mois sur mon ALD, dois-je mettre la RQTH en place et quel intérêt pour moi et ou mon employeur ?» Alors, il y a 2 intérêts. Alors, pour elle, cet intérêt, c'est le socle d'une discussion éventuelle. En fait, c'est très difficile de dire. Ça demande, encore une fois, effectivement, un cheminement. Je rejoins complètement. Pour autant, si on veut construire quelque chose dans la durée, pouvoir en parler et pouvoir enclencher quoi que ce soit comme typologie d'accompagnement, ça passe par le dire. Donc l'avantage, c'est de pouvoir le dire, se faire accompagner éventuellement par des associations et ouvrir un dialogue avec les RH et l'employeur sous réserve qu'ils soient réceptifs, ce qui, c'est vrai, n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, la condition pour qu'il se passe quelque chose par rapport à ce sujet-là et qu'il soit accompagné, c'est dire. Et l'avantage pour l'employeur, il est immédiat puisqu'il y a la prise en compte de la RQTH dans ce fameux pourcentage et donc une réduction de la contribution à GFIP qui peut elle-même être utilisée pour l'accompagnement de ce type de troubles. C'est l'objectif. Merci Tant beaucoup. que la personne est déjà en poste. Merci beaucoup à ces dames qui, comme les 3 mousquetaires, étaient 4. Donc vous pouvez les applaudir. Je vous en prie.